Madame, Monsieur, bonjour. C'est toujours avec un réel plaisir que nous vous retrouvons chaque dimanche à partir de 11 h pour échanger, débattre autour des grands points qui ont marqué l'actualité nationale et internationale. Vous le savez, Débat de presse, c'est l'émission qui vous permet de mieux comprendre l'actualité nationale et internationale, et ce à travers les analyses, le décryptage et les commentaires de ceux qui ont l'actualité comme matière première, à savoir les journalistes. Alors pour ce matin, 4 sujets sont sur la table des débats. Nous parlerons donc de la décision de la CGTB de suspendre son meeting du 31 octobre. Nous parlerons également de la création de nouveaux bataillons d'intervention rapide, BIR. La décision du gouvernement de nationaliser la SN Sosico fait également partie des sujets en débat ce dimanche. Et enfin, nous dirons un mot sur l'édition 2023 du Cito Vitro qui referme ses portes aujourd'hui même dans la capitale burkinabé. Alors pour échanger autour de l'ensemble de ces sujets, je suis en compagnie de 4 confrères de la presse nationale. Ahmed Koné, journaliste et consultant en santé média, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Abdoulaye Tao, directeur de publication de l'Économiste du Faso. Bonjour. Bonjour. Nous avons également avec nous Aruna Kaboré, journaliste indépendant. Bonjour. Bonjour Sagnon et bonjour à l'ensemble des téléspectateurs. Xavier Belem-Niegré, rédacteur en chef de la radio nationale, est autour de cette table. Bonjour. Bonjour Sagnon, bonjour. Merci à tous donc pour la disponibilité. Alors, dans un communiqué publié vendredi dernier, la CGTB et la coalition d'organisations organisatrices du meeting du 31 octobre ont annoncé la suspension du dit meeting. Elle justifie cette décision par la réponse de la délégation spéciale de Ouagadougou qui a évoqué des risques sérieux d'affrontement et d'infiltration de la manifestation. C'est une actualité que vous avez suivie. Comment analysez-vous cette décision de ces organisations syndicales? Ahmed Koné. Je pense qu'il faut s'en féliciter. C'est une très bonne décision, une décision sage, parce que bon, les nerfs étaient très tendus. Nous avions dit la semaine dernière que ça sentait mauvais et que bon, une solution devait être trouvée. Et la solution est venue donc certainement des médiations en sourdine, parce que c'est sûr que des gens ont dû intervenir à droite, à gauche. Mais je pense qu'au niveau du syndicat et de ses affiliés, la sagesse a prévalu. Il faut s'en féliciter. Parce que à l'occasion de ces 2 jours, le 30 et 31 octobre, vraiment, on ne doit pas encore enregistrer des affrontements, des morts, etc. On a suffisamment de morts comme ça. Ceux qui ne sont pas convaincus n'ont qu'à aller au cimetière municipal de Gounguin pour s'en rendre compte et se rappeler qu'il y a encore des victimes dans les hôpitaux et que les familles souffrent vraiment de la disparition brutale de leurs parents. Donc, pour ma part, j'estime que la sagesse a prévalu. Encore faut-il maintenir ce climat de baisse de tension. À cela, je dirais qu'il faut que nos intellectuels réfléchissent beaucoup. Au-delà des syndicats, de la société civile, des partis politiques et autres, je crois qu'il faut que les gens, quand même, sachent raison garder. Il faut que les Burkinabés, de façon globale, mesurent les mots, les termes, les phrases, le vocabulaire, lorsqu'ils s'adressent à un public, quel qu'il soit, que ce soit une autorité ou bien les gens de la rue, etc. Parce que nous qui avons été à l'école là, si nous savons parler avec modération, sans utiliser des mots qui, en quelque sorte, véhiculent la haine et qui fragilisent l'équilibre social qui existe depuis des années, je crois que les autres qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, qui n'ont pas un niveau politique suffisamment élevé pour apprécier les interventions, sauront aussi raison garder. C'est la raison pour laquelle je dis, c'est bon que les intellectuels surtout sachent mesurer quand ils sortent. Ce n'est pas pour jeter l'anathème à qui que ce soit. C'est pour dire qu'il faut absolument que ce volet soit pris en compte. Nous avions, Tao s'en rappelle, quand nous étions à l'Observatoire burkinabé des médias, on avait lancé un appel qu'on a appelé appel de Combisserie, où on invitait les gens à faire quand même table rase, à faire balle à terre, comme on dit.
Il faut que les mots soient, la violence cesse au niveau des phrases, au niveau des vocabulaires, etc. C'est ce que je voulais dire. On peut avoir raison, mais la façon de faire, voilà, les comportements, il faut absolument éviter de déchaîner les passions. D'accord. Alors, décision sage, hein, selon vous. Est-ce que vous partagez l'avis donc de Ahmed Koné sur ce point? D'autant que certains pensent que peut-être la CGTB a profité d'une brèche, en tout cas pour pouvoir décrisper un peu l'atmosphère qui était assez tendue. Non, je pense que la situation, j'allais dire, pour une fois, arrange tout le monde. Et je pense que les organisateurs ont voulu aussi, par la suspension de leur meeting, aussi tenir compte des avis, des réactions qu'il y a eu avant. Pas qu'ils sont d'accord avec ce qui s'est passé, parce qu'au nom de leur droit de manifester, ils auraient pu maintenir cette activité, qui aussi était une façon de s'exprimer. Donc on revient au droit à la liberté d'expression, etc. Donc le fait qu'ils aient décidé de surseoir à leur activité, je pense que c'est tout le Burkina qui gagne. Maintenant, là où il ne faut pas rester sur ça, parce qu'on crée un précédent. Il y a un collectif de Burkinabés, d'organisations reconnues officiellement, qui décide d'organiser une activité. L'autorité demande de surseoir pour des raisons qu'elle a précisées dans son courrier. Pendant ce temps, il y a d'autres qui vont organiser des manifestations dans le même contexte. Donc il faut éviter à l'autorité de donner aussi cette impression. Est-ce que la nature des manifestations n'est pas différente? Une manifestation pour célébrer, commémorer une date, et une manifestation pour décrier la gestion d'un pays, est-ce que ce n'est pas différent? Moi, je pars du principe que c'est un meeting. C'est un meeting, les gens vont se retrouver entre militants d'un collectif et puis faire à leur façon, j'allais dire, comment on appelle ça, le bilan, leur regard sur l'actualité. C'est vrai que ça peut paraître, j'allais dire, gauche, que pendant qu'on commémore, comment on appelle ça, des victimes, d'autres font de la réflexion. Mais vous savez qu'en matière de commémoration, il y a des gens qui ne vont même pas sortir le 31, ils vont rester chez eux. Il y a des gens qui vont aller au cimetière. Il y a des gens qui feront autre chose au nom de la liberté des uns et des autres, comment on appelle ça, d'exprimer leur façon de voir la chose. Je ne dis pas que je suis d'accord, mais je dis qu'il faut faire attention aussi souvent pour ne pas créer des précédents. Parce que ça, connaissant les syndicalistes, ils vont mettre ça en mémoire et ils attendront l'occasion pour refaire sortir leur argumentaire. Ok, alors Xavier. Alors je pense que avec le doyen, que c'est une sagesse, mais c'est une sagesse de mon point de vue plus ou moins contraignante. Parce qu'à l'analyse, c'est vrai qu'ils se sont basés sur le texte du PDS pour décider sagement, mais je pense qu'il y a eu des tractations même au sein des structures syndicales parce que, comme les autres ont dit, le contexte n'y s'y est pas. Mais je suis aussi d'accord avec Tao par rapport au précédent qui est créé parce qu'on se rappelle qu'il y a eu une manifestation, un meeting qui était interdit, qui a été plus ou moins tenu à l'époque de Bassol Mabazi et des gens ont été gazés. Alors, si aujourd'hui l'État ne peut pas, ou du moins la municipalité avec la sécurité ne peut pas, ne dit aujourd'hui qu'elle n'a pas les moyens sécuritaires pour aider les organisateurs à maintenir, à organiser un meeting dans un lieu, je dirais, clos, parce que c'est à la Bourse du Travail que le meeting devrait avoir lieu. Au même moment, bon, des gens sortent, c'est vrai, pour soutenir la transition et on a les FDS qui les sécurisent, les gens marchent. Bon, ça peut paraître bizarre aux yeux de l'opinion, mais on comprend que le contexte ne s'y est pas pour faire des manifestations parce que lorsque vous devez revendiquer, c'est face à un État fort. Aujourd'hui, objectivement, tout le monde sait que l'État n'est pas fort et à force de revendiquer, à force de tirer à boulet rouge sur un régime qui n'est pas bien assis parce qu'il y a beaucoup de défis à l'intérieur du pays. Est-ce qu'on peut voir les choses de cette façon? Peut-être qu'on a des difficultés, c'est un pays en guerre.
Oui. Mais est-ce qu'on peut dire que l'État n'est pas fort? Ça, c'est peut-être que... Quand je dis l'État n'est pas fort, c'est effectivement, c'est parce qu'il y a tellement de défis à relever sur le terrain. Parce que lorsque nous sommes à l'intérieur, il y a une guerre. Qu'est-ce que l'ennemi fait de cette guerre? C'est un peu ça. Sinon, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les assises nécessaires. Mais à l'intérieur du pays, beaucoup de choses sont fragilisées. On n'occupe pas le territoire national. Et ça donne une mauvaise image aux yeux de l'ennemi. Je pense que c'est sur ce plan que les syndicats ont analysé froidement la chose et ils ont décidé de se soir au meeting. Parce que ça allait être un défi qui n'en vaut pas la peine. Parce qu'ils ont annoncé le meeting le 16, lors d'une la rentrée syndicale. Les gens sont sortis sur les réseaux sociaux, il y a eu des menaces. Ils sont revenus à la charge pour dire que malgré ces menaces, nous allons tenir le meeting. Justement, est-ce que les raisons, ou bien la raison principale qui a été avancée par le syndicat et les OSC qui le soutiennent sont suffisants pour suspendre cette manifestation? Moi, je pense que ce que la délégation spéciale a dit, c'est suffisant, c'est largement suffisant parce que s'il y a des infiltrés à l'intérieur, donc le jour de la bourse du travail, le jour du meeting à la bourse du travail, bon, toute la responsabilité sera donnée aux organisateurs du meeting. Oui, Tao voudrait réagir. Quand je parlais de précédence, c'est ici, parce que si vous lisez la lettre du PDS, apparemment ils ont évalué eux-mêmes la situation, ils ont des informations apparemment, parce que des risques d'infiltration et même, ils ont ajouté un autre élément. Ça veut dire quoi? Que en tant qu'autorité, ils ont évalué la situation et ils ont dit on vous conseille de sursoir, on vous suggère de sursoir. Et je pense que au bénéfice de ce qu'on a dit avant ce qui s'est passé, bon, les syndicats, enfin, le collectif a trouvé effectivement peut-être que la situation n'était pas favorable à ça. Et puis s'il force, parce que c'est là où Ahmed a parlé de sagesse, s'il forçait organiser cette activité et qu'il y avait des incidents, on les aurait avertis et ils répondraient devant la loi s'il y avait des dégâts ou s'il y avait des blessures. Vous avez parlé de précédent. Est-ce que là également ce n'est pas un précédent pour le syndicat? Parce que dans l'avenir, on pourrait dire, bon, voilà, le syndicat face à une situation a reculé, alors que quand on connaît l'histoire donc de la CGTB, je pense que Xavier l'a relevé un peu. Quand on recule, c'est toujours pour mieux sauter. Hein. Je ne pense pas qu'ils vont en rester là. C'est une suspension. Alors, oui. Ouais. En fait, je pense que la dernière conférence du collectif où ils avaient confirmé le maintien, déjà le propos était assez mitigé. C'est-à-dire, vous écoutez la CGTB à sa première sortie, c'était un certain nombre de griefs totalement, mais quand le collectif se retrouve en conférence de presse pour parler du meeting, vous voyez qu'il ressortent un certain nombre d'avancées de la transition, notamment la dénonciation des accords avec la France, le procès Sankara qui a pu se tenir, un certain nombre d'éléments qui ont pu progresser. Donc à l'interne déjà, vous voyez que à l'interne du collectif, il y a les positions extrêmes avaient été quand même revues. Donc on sentait déjà le dialogue à l'interne progresser. Au-delà de cela, le doyen le disait tout à l'heure, hein, c'est sûr qu'en sourdine, il y a eu des échanges pour permettre de rapprocher les positions avant même que le communiqué du PDS ne sorte. C'est peut-être cela qui a demandé qu'il y ait ce temps d'attente-là, parce qu'ils ont pris du temps avant de sortir ce communiqué. Ils ont certainement travaillé à polir les positions avant que le PDS ne puisse dire quelque chose. Certainement, avant de faire ce communiqué, il avait eu le syndicat et le collectif qui avaient donné quand même un certain nombre d'accords. Peut-être, et quand ce communiqué sort, les tensions ne sont pas aussi vives que cela. J'ai envie de dire que, bon, c'est à notre avantage en tant que pays qu'on puisse nous parler
Et maintenant, l'après, ce qui va déterminer l'après, c'est la gestion que le gouvernement aura de cette situation, de cette suspension. Si le gouvernement appréhende cela comme une victoire et que peut-être ceux qui défendent, je veux dire, la transition, brandissent cela comme leur fait de guerre, bon, ça ne va pas trop servir. C'est pourquoi dans le propos, il faut peut-être savoir raison garder, dire tout le mérite, peut-être que le collectif a, en acceptant aujourd'hui de suspendre, mais aussi de regarder la situation de façon froide et surtout sensibiliser à l'interne pour que ceux qui ont porté des machettes pour menacer ne sentent pas que ce sont leurs machettes qui ont porté fruit. C'est surtout cela. C'est dans cette façon de voir les choses-là, la manière dont le gouvernement va gérer cette suspension, je pense que ça va être très déterminant. Il faut aussi faire attention. Moi, quelles que soient les manifestations, il faut faire en sorte qu'on n'ait pas l'image du 2 poids 2 mesures. Si c'est très criard, peut-être cette suspension aujourd'hui peut tenir, mais après, si les gens ressortent un certain nombre de positions, on aura du mal à avoir des arguments pour dissuader les gens. D'accord. Alors, dernier tour de table pour ce sujet, Ahmed Koné. Oui, moi je voudrais proposer aux autorités de mettre en place une commission de médiation qui pourrait être pilotée par exemple par le président de l'Assemblée de transition, qui regrouperait par exemple les différentes représentations au niveau des forces vives, les leaders religieux coutumiers traditionnels, bon, pourquoi pas même les MPSR 2, et puis un certain nombre de forces sociales qui ont fait leurs preuves, pour pouvoir discuter en cas de problème, des grands enjeux de l'État. Parce que ça, ce sont des questions qui nous manquent. Les syndicats, je l'ai dit la dernière fois, les luttes syndicales constituent le moteur de l'évolution politique dans notre pays. Depuis les années 60, chaque fois les syndicats ont un patrimoine que nous devons nous-mêmes préserver. Mais il faut les aider à préserver. C'est dans ce sens que j'ai dit, il faut que chacun sache mesurer les termes de ses propos. Et donc, si on met en place une commission de médiation, qui pourrait quand même, chaque fois qu'il y a des dossiers vraiment branlants, se saisir de cette question et de discuter avec les intéressés, je crois que ce serait mieux. C'est parce que ça manque. Chaque fois, frontalement, il faut que ce soit les organisations et les ministères. Or, vous savez que ce n'est pas facile. Un ministre ne peut pas tout résoudre parce que ce sont un ensemble de ministères. Alors, sans vous couper, sous le président Roch, on a vu le Haut Conseil du dialogue social, mais qui n'a pas vraiment... Ça ne pouvait pas fonctionner parce que c'était trop politisé. Tout le monde sait. C'était trop politisé. Moi, j'ai dit, il faut mettre en place une structure qui permette, par exemple, à une personnalité comme le président de l'ALT, de gérer les conflits aidés en cela par un certain nombre de forces sociales et politiques qui ont fait leurs preuves. Il y a des personnalités dans ce pays-là qu'on connaît très bien. Et il y a des structures qui sont là. Et il y a des anciens, que ce soit des ministres du Travail ou bien de, je sais pas quoi, en tout cas beaucoup, on peut réfléchir à la question pour mettre en place une commission de médiation qui puisse intervenir dans des conflits qui ont des enjeux importants. D'accord. C'est ça que je voulais proposer. On vous a bien compris. Deux choses là-dessus. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que Ahmed Koné avance. On va encore alourdir la chaîne de décision. Et ici, c'est des organisations reconnues. Ils informent l'autorité de leur activité, l'autorité apprécie et les autres en prennent acte. Et ça, je pense qu'administrativement, il n'y a rien, ça s'est très bien passé ici. Donc, moi, je ne vois pas la raison pour qu'on va mettre une structure, chaque fois qu'il y aura une demande de ce type, qu'on aille voir une autre structure. Il y a des autorités qui sont en charge de ça, ils apprécient et ils décident. Maintenant, celui qui va... qui va au-delà de la décision ou des suggestions, il en assume les responsabilités. Et c'est ça, c'est la loi. Maintenant, la deuxième chose que je voulais dire par rapport à une chose, comment on appelle ça, la suspension du meeting. Je pense que c'est aussi, il y a une leçon à tirer du côté des organisateurs. Et ça, il faut qu'ils tirent les bonnes leçons. Parce que tout le monde a dit que la situation ne permettait pas de le faire. Il n'était pas favorable à la manifestation. Je pense qu'eux aussi, ils doivent aujourd'hui se rendre compte que, effectivement, la situation
était délicate et que c'était difficile dans ces conditions d'organiser une telle activité. Ça, d'abord, c'est dans la forme. Deuxièmement, c'est dans le contenu. Parce que le collectif, bon, là, c'est un peu plus large. Parce qu'il y a CGTB. CGTB, c'est corporatiste, c'est la défense des droits des travailleurs, etc. etc. Ici, c'est un collectif où on a des mouvements citoyens. Des OSC donc, qui sont... les revendications sont transversales. Les revendications, est-ce que c'était approprié de mettre un certain nombre de préoccupations sur le terrain aujourd'hui? Par exemple, la question sur les travailleurs, la pression sur les ménages, ça aujourd'hui, ça intéresse beaucoup de Burkinabés, de savoir comment on résiste ensemble pour soutenir l'effort de guerre et ne pas couler ensemble. Ça intéresse. Mais quand vous mettez des revendications un peu plus larges, qui ne mobilisent pas toute la population, on assiste à ce genre d'incompréhension sur le terrain. D'accord, oui, alors, Kaboré. Bon, moi, je pense que dans le fond, hein, ce dont le doyen parlait, c'est au regard du contexte. Quand il parlait de mettre de structure. Oui, évidemment, parce que le contexte aujourd'hui nous amène quand même, on n'est pas dans une gouvernance classique des choses. Et la réalité du terrain commande que les autorités, et que ce soit les syndicats ou les organisations citoyennes, puissent davantage se parler. On n'est pas dans un pouvoir qui a gagné des élections et qui met en œuvre son programme politique. D'autant plus qu'aujourd'hui, l'essentiel des moyens de l'État est orienté vers la lutte contre le terrorisme. Donc il y a un certain nombre de choses, on peut déroger à un certain nombre de faits, de faits classiques pour aller au fond. Parce que moi, il y a à peine 3 jours, j'étais à Waïguia, et vous regardez ces populations qui manquent du peu même pour manger. Et quand vous avez une fenêtre sur Ouagadougou, vous voyez des gens qui peuvent dire beaucoup de choses, qui s'adonnent à un certain nombre d'éléments. Il y a un hiatus. C'est un langage qu'on peut peut-être polir et affiner véritablement les choix pour que on ne donne pas forcément l'impression qu'il y a beaucoup de tiraillements. Et le contexte s'y prête parce qu'aujourd'hui, au cœur de la gouvernance quand même, il y a des gens qui ont occupé des responsabilités au sein du syndicat. Je pense au ministre Bassolman. Ils doivent trouver les brèches pour qu'on ait plus de dialogue entre gouvernants et comment on appelle, et syndicalistes et organisations de la société civile de façon générale. Bien compris, oui. On n'a pas trop de temps pour la réaction de... Très rapidement. rapidement. Là où j'analyse l'angle de la réaction de M. Kone, c'est peut-être beaucoup plus une ouverture. Et moi, je pense à une conférence nationale, par exemple, parce que... Oui, parce qu'il ne parle pas de mettre en place une structure qui va peut-être étudier au cas par cas les revendications et autres. C'est peut-être permettre à toutes les opinions de pouvoir s'exprimer par rapport aux problèmes qui nous concernent actuellement. Et je pense que si on est dans une dynamique de conférence nationale, là on peut évoquer peut-être sur les questions de revendications politiques par exemple, parce que effectivement si le syndicat fait des revendications politiques, c'est cheveux dans la soupe et les gens décrient ça par exemple. Sinon, les revendications, l'exemple que vous avez pris par exemple, ça concerne beaucoup de ménages burkinabés. Mais quand ils demandent par exemple à ce qu'on donne la parole aux acteurs politiques, la liberté d'expression, on voit ça comme une revendication politique qui n'a rien à voir avec des revendications syndicales. Je crois que c'est là où ça coince. Mais quand on range un peu les débats dans le cadre d'une conférence nationale, parce qu'aujourd'hui, c'est sûr et certain, par exemple, qu'on n'aura pas les élections en juillet 2024. Qu'est-ce qu'on dit de ça, par exemple? C'est vrai que la question va revenir d'une manière ou d'une autre. Mais je pense que le gouvernement gagnerait peut-être à anticiper, par exemple, sur ces questions-là, pour voir une plateforme sur laquelle on peut réunir les forces vives de la nation pour déjà échanger, pour qu'on n'arrive pas à des contradictions qui n'en valent pas la peine. D'accord. Alors, on vous a très bien compris sur ce sujet. On va évoluer donc dans cette émission donc, pour parler donc, de la création des nouveaux BIR, donc afin d'accentuer la lutte contre le terrorisme. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a signé un décret portant création de 7 nouveaux brigades d'intervention rapide à Goursi, Gawa, Kongoussi, Banfoura, Solenzo, Bogandé et Gaïri. Donc c'est une actualité que vous avez suivie. L'objectif
on la connaît également. Comment vous appréciez cette décision du chef de l'État, Abdoulaye Taou? Moi, j'observe que, en même temps que nos éléments sont sur le front, au plan de la stratégie militaire, la transition, en tout cas le gouvernement déroule son plan. Et je pense que la création des nouvelles billes là, entre dans ce cadre et elle participe, je crois, d'un maillage du territoire. Je vous souviens qu'à un moment, on était ici, il y a des gens, il y a même des confrères qui demandaient à ce qu'on installe, j'allais dire, des détachements dans les régions. Et petit à petit, si vous regardez, on a bientôt à 19, je crois, non, mais ça, 19 billes. Et le défi maintenant, parce que ça c'est bien, on est en train de mailler le territoire, derrière, et selon ce que le président avait dit dans sa dernière interview, c'est d'équiper ces billes-là pour qu'elles soient autonomes. Autonomes, qu'elles puissent engager le feu avec tous les moyens de bord. Et je pense que c'est une stratégie. On va souhaiter qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement et que toutes ces nouvelles brigades qui viennent d'être créées soient... Ce sont des bataillons. Hein, des bataillons, pardon. C'est des bataillons. Des bataillons, pardon, oui, je parle de brigades, oui, c'est pas la même chose. Militairement parlant, c'est pas la même chose, effectivement. Donc, qu'ils soient vraiment très bien équipés en équipement et en ressources humaines pour pouvoir faire le travail qu'on attend d'eux pour libérer le territoire. D'accord. Alors, Xavier. Oui, je pense qu'il faut aussi souligner que l'explosion de ces bières-là est née donc sous le capitaine Ibrahim Traoré parce que je me rappelle bien, c'est le président d'Amiba qui avait créé deux, je crois, en août 2022 et en septembre, début septembre. C'est le 14 septembre pratiquement quand Ibrahim Traoré est venu qu'il a lancé 6. Et aujourd'hui, nous sommes à 19. Comme Tao l'a dit, le défi actuellement, c'est la flotte aérienne. On a parlé de l'aérodrome de Fada, de Kaya, et éventuellement de Wayuguya. Je pense que si on arrivait, par exemple, avec la naissance de ces bières-là, si on avait eu des petites flottes aériennes dans ces localités, ça allait encore renforcer le maillage territorial. D'autant plus qu'on sait que dans ces zones-là, c'est l'accessibilité. Je pense qu'il y a eu déjà la création, l'augmentation en tout cas du nombre de bases aériennes. Justement. Maintenant, il faut peut-être que des avions puissent quitter par exemple Fada pour pilonner toute la zone et descendre à Fada. La même chose à Kaya, Dori. Sinon, c'est bien, mais si les zones ne sont pas accessibles, ça va être difficile pour la mobilité à l'intérieur de ces localités. C'est essentiellement ça. Si la flotte, les bases aériennes sont fournies, je pense que ça va être beaucoup plus intéressant. Et comme les missions, c'est escorter les missions de l'armée, appuyer donc et lutter contre le terrorisme et éventuellement parce qu'il parle de grand banditisme, mais aujourd'hui, le cœur de l'action, c'est la lutte contre les groupes armés. La sécurisation ici des escortes et des convois logistiques de l'armée. Donc, s'il y a cette flotte aérienne, ça va être encore beaucoup plus efficace pour permettre aux éléments sur le terrain d'être beaucoup plus mobiles et être efficaces sur le terrain. D'accord. Ahmed Koni. Quand on regarde un peu l'évolution de notre armée nationale, on se rend bien compte qu'on avait des régiments par-ci, par-là, presque sans équipement parfois. Aujourd'hui, nous sommes vraiment une armée qui s'organise de mieux en mieux, qui peaufine sa stratégie et qui nous surprend agréablement de jour en jour. Ça, il faut le dire. En même temps qu'il y a des forces nouvelles qui s'ajoutent quand même aux éléments qui sont en place, une formation est en cours qui permet aux jeunes aussi de venir dans le métier des armes. Parce qu'avant, il y avait une cloison, tous ceux qui étaient en uniforme et ceux qui ne sont pas, il y avait une certaine distinction qui faisait que, bon, on avait des appréhensions. Mais de plus en plus, on se rend compte que notre armée nationale fait un travail vraiment de réorganisation et de stratégie politique vraiment et administrative vraiment incroyable. Moi, je suggérais plutôt qu'on ajoute à cela la dotation de l'Agence nationale de renseignement, des mesures aussi importantes, parce qu'il faut financer, il faut mettre en place aussi, pourquoi pas, une armée. Je m'amusais à le dire par le passé, parce que j'avais mes esclaves dans le système. J'ai dit, il faut mettre en place un régiment d'archers. Bon, mais c'est pour rigoler, mais en même temps, il faut dire que nous avons par exemple le Sahel.
Nous avons quand même des dromadaires que les gens appellent des chameaux. Pourquoi ne pas les utiliser? La cavalerie, tout ça, ce sont en fait les moyens du bord. Il faut essayer d'équiper ces structures de forces qui puissent être vraiment opérationnelles. Il ne faut pas rester simplement dans les engins lourds. Il faut essayer de trouver comment on peut organiser, pourquoi pas, nos détenteurs, ceux qui gèrent les ânes. Tout ça, c'est le Sahel. Hein. Ceux qui ont fait le Sahel savent qu'on ne peut pas aller n'importe où, n'importe comment. Il faut s'organiser, mais les renseignements doivent aussi être équipés. Et puis, bien sûr, continuer à nous équiper de drones et ainsi de suite. Je crois que, pour ma part, je pense qu'il y a quand même une certaine satisfaction. Donc, il faut tirer cette décision. D'accord. Alors, Kaboré. Oui, bon, ces bataillons, ça s'inscrit quand même dans la dynamique quand même de la gouvernance avec le capitaine Traoré. Hein. Vous voyez, quand il arrive, très vite, c'est un recrutement massif de VDP. Au niveau des soldats, au niveau de l'armée même, je pense que depuis son arrivée jusqu'à aujourd'hui, il y a des milliers de soldats qui ont été, si mes chiffres sont bons, on parle même de près de 10 000 pratiquement. 11 000, voilà, quasiment. Voilà, pratiquement 11 000 soldats recrutés. Pour que ces bataillons puissent, d'abord qu'on puisse les créer, il faut qu'il y ait des hommes pour les constituer. Donc déjà, le recrutement alimente déjà ce programme-là. Et cette volonté, d'ailleurs, est à saluer. Il faut, les gens l'ont déjà dit, hein, c'est encourageant. Maintenant, l'armée aujourd'hui, au XXIe siècle, l'armée, c'est surtout technologique. Vous prenez, par exemple, je suivais un document sur l'armée française qui, vous voyez, qui découpe le territoire français en 4 zones de couverture aérienne. Vous pénétrez dans l'espace aérien. Bon, vous pénétrez même pas. Avant même de pénétrer, il y a quelqu'un qui vous alerte. Notre véritable talon d'Achille aujourd'hui dans cette guerre, c'est la surveillance de notre territoire. Des amis, des hommes armés non identifiés s'établissent sur le territoire. Ils prennent le temps de s'organiser avant de s'attaquer aux forces de défense ou aux populations. Donc, c'est sur ces aspects-là qu'il faut trouver le moyen de pouvoir surveiller efficacement le territoire et anticiper sur l'ennemi. Et à ce sujet, bon, on a eu un certain nombre d'informations sur des contacts qui ont proposé des éléments concrets sur la surveillance du territoire. Et aujourd'hui, avec l'avancée technologique, on ne peut pas s'imaginer que c'est impossible. C'est bien possible. Il faut regarder sur ce volet-là. Et si on arrive à avoir si nous arrivons à quadriller véritablement le territoire, je pense que les interventions que nous voyons à travers les images de la télévision, sur ces interventions de ces drones-là pourront être davantage efficaces. C'est sur ce point que je voudrais chuter pour dire que ça nous permettra de gagner la guerre le plus rapidement, oui, même en perdant moins d'hommes, bien sûr. Voilà, qu'il y a eu en tout cas beaucoup d'investissements dans ce secteur, hein, dans la surveillance du territoire national avec l'acquisition de drones et de moyens de surveillance. Dernier tour de table sur la question, Xavier. Est-ce que votre sentiment aujourd'hui est que le Burkina, en tout cas, avance dans cette lutte, dans cette croisade contre les groupes terroristes? Oui, on est confiant parce que quand on voit un peu, c'est surtout du côté équipement qu'on sent que beaucoup de choses ont été faites. Parce qu'on a eu des sueurs froides lorsque le président a accordé son interview dernièrement où il évoquait le problème d'équipement au niveau de l'armée. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'avec ces milliards qu'on nous chantait, hein, on n'arrivait pas à nous équiper conséquemment. Aujourd'hui, c'est visible, c'est réel sur le terrain, c'est vrai. L'armée, c'est la grande muette, il y a beaucoup de choses qu'il ne faut pas parler, mais c'est sûr et certain que côté équipement, en tout cas côté matériel, les soldats en ont actuellement. Maintenant, c'est comme Kaboré l'a dit tout de suite, il faut imaginer des moyens supplémentaires par rapport à la technologie, parce que c'est la logistique dans ce sens qui va nous permettre d'être beaucoup plus efficaces. Comment faire pour pouvoir mailler le territoire en termes de surveillance avec de la technologie, parce que si les Français, par exemple,
ont pu localiser quelqu'un qu'on a pu enlever dans le nord du Bénin. Dans le nord du Bénin jusqu'au Sahel, la Bouri, voilà, justement. Ça veut dire qu'ils n'ont pas suivi les éléments physiquement, c'est à travers donc des moyens techniques. Je pense qu'il faut explorer ce domaine-là pour qu'on puisse être efficace et insister, je l'ai dit, sur la flotte aérienne pour qu'on puisse être vraiment efficace sur le terrain. Sinon, il faut en tout cas féliciter le capitaine Yibé par rapport donc à l'équipement des forces de défense et de sécurité, et aussi les VDP, parce qu'on a eu des missions exploratoires avec nos équipes sur le terrain. Et lorsque vous voyez les VDP s'exprimer, il n'y a pratiquement pas de différence entre les volontaires pour la défense de la patrie et les forces régulières qui combattent contre les ennemis dans le Sahel. Ce que je voudrais juste ajouter, vous voyez, sur cet aspect de la maîtrise du territoire, mais nous, au Burkina, on a un avantage pratiquement concurrentiel. Vous prenez le Mali, c'est 4 fois le Burkina. Idem, le Niger, c'est un peu plus que ça. Nous, on a 274 000 km². On ne peut pas s'imaginer que notre surveillance, la surveillance du territoire, soit notre talon d'Achille. Il faut très vite travailler sur ce sujet-là pour qu'on ait des résultats. Le capitaine a montré qu'on peut avancer sur un certain nombre d'éléments, notamment avec le recrutement massif des VDP, le recrutement massif des soldats. Il faut voir au plan technologique comment on fait en sorte qu'on puisse regarder tout le Burkina en étant à un point A donné. D'accord, oui. Alors, je pense que actuellement, même si on ne porte pas de lunettes, on peut voir que notre réponse sur le terrain est structurée et produit des résultats, même si en fonction des attentes, les attentes sont en fonction des personnes souvent disproportionnées. Mais on sent qu'on avance sur le terrain, on est structuré, on fait des efforts, et comme les gens l'ont dit, effectivement on a besoin de monter en gamme. Monter en gamme, on a dit, les moyens technologiques de surveillance, c'est vrai, mais aussi, il ne faut pas oublier, souvent on néglige la ressource humaine. Je pense que depuis le début de la guerre, on a dit aux gens, ne regardez pas sans rien faire. Quand vous voyez des situations qui sont anormales, informez l'autorité. Et je pense que peut-être que si on revient progressivement à ces fondamentaux, on a constaté qu'il y a un retour déjà de certaines populations dans leur localité. Petit à petit, peut-être ce volet-là va être un peu plus développé. Et là, je rejoins un peu M. Koné pour dire que, effectivement, en matière de renseignement, si le renseignement n'est pas bon, on ne peut rien faire. Donc, il faut effectivement renforcer les capacités au niveau des renseignements pour que, sur le terrain, les gens puissent agir efficacement. D'accord. Alors, je pense qu'on va évoluer donc pour parler du troisième sujet de cette émission. Alors, lors du Conseil des ministres dernier, le gouvernement burkinabé a décidé de dénoncer l'accord de concession avec son partenaire Sucre Participation sur le processus abouti. La SN Sosuco va redevenir une société d'État. C'est une information donc que vous avez dû scruter de près. Alors, quelle est votre opinion sur cette volonté de nationaliser cette entreprise, Ahmed Koné? Une très bonne chose. On l'attendait depuis longtemps, parce que c'est vraiment une plaie qui ne guérit jamais, cette histoire de la SN Sosuco. Moi, je serais d'avis même qu'on crée une deuxième structure, j'allais dire une deuxième Sosuco, qui soit par exemple à Fada ou je ne sais pas, dans une autre région où la canne à sucre peut bien pousser. On ne va pas forcément les mettre en concurrence, mais c'est pour dire qu'il faut qu'on soit capable de produire ce que nous consommons. Or, il y a toujours des petites histoires de rétention, de fraude. Bon, il faut arrêter. La mauvaise gestion, là, elle est organisée, tout le monde sait. On a privatisé pour mieux raqueter encore les populations. On ne peut pas s'imaginer que la SN Sosuco, depuis des années, ça a marché à un certain moment donné. Et maintenant, ça marche. Nous, comme je suis ressortissant des cascades, nous avions à un moment donné même cotisé pour intervenir dans les prises de participation. Ça n'a pas donné grand-chose. Il faut qu'on revoie du fond en comble, qu'on fasse de vraies investigations pour voir ceux qui sont coupables. C'est parce qu'on ne châtie jamais. Il faut châtier ceux qui sont coupables de la mauvaise gestion de la SN Sosuco. Ça, c'est très important. Et donc, si on fait ça, on fait du nettoyage,
que ce soit le recrutement, le renouvellement des équipements, etc. Il y a beaucoup de petites choses en bas qu'il faut voir. Réorganiser tout le circuit, je crois qu'on s'en sortira mieux. Mais au-delà de ça, ce n'est pas la SN Sosuco seulement, c'est toutes les sociétés privatisées qui ont des problèmes. Il faut qu'une commission vraie soit là pour regarder en dedans qu'est-ce qui s'est passé au moment des privatisations et qu'est-ce qui aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme résultat pour commencer déjà à récupérer les sous qui ont été volés. Parce que c'est le cas de le dire, ça a été volé. On a volé, on a pillé les ressources de l'État, pillé le peuple. Donc il faut qu'on fasse rendre gorge à ceux qui ont fait ce travail-là pour que ça ne se reprenne plus. Moi, je pense que c'est une très bonne décision. Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas qu'on revoie encore ces cauchemars qu'on a vécu. En plein carême, les gens ne peuvent pas acheter du sucre. Ce n'est pas normal. Dans un pays où quand même il y a des ressources abondantes, des gens qui sont outillés, qui aiment bien l'agriculture, qui travaillent fort, et puis on a des résultats mitigés. On ne peut pas accepter ça. Il faut privatiser ce qu'il faut privatiser quand il le faut. Maintenant, il y a des sociétés nationales concrètes. Il faut aussi surveiller ça pour que les nouveaux gestionnaires qui vont arrêter fassent du très bon travail. Ça, c'est très important aussi. Je crois qu'on ne va pas quand même reprendre à main les sociétés, en fait des sociétés d'État pour que des gens s'engraissent. Ça aussi, il ne faut pas accepter. D'accord. Alors, je pense que c'est un dossier qui intéresse de près l'économiste du FASO, dont le directeur de publication est sur ce plateau. 25 ans après la privatisation, le constat de l'échec est là. Effectivement, le gouvernement fait le constat d'un échec, donc décide de reprendre en gros sa chose. C'est-à-dire qu'en privatisant, on s'attendait à ce que la Sosuco se développe, maintienne les emplois et investissent davantage pour satisfaire la demande nationale. À l'arrivée, c'est le contraire. On a vu que les investissements, selon le gouvernement, n'ont pas été faits. La production sucrière, on en importe plus qu'on en consomme, qu'on en produit, pardon. Donc, effectivement, il y a lieu de se poser la question, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais la solution était la bonne, ça va se discuter peut-être après. C'est-à-dire, la première des choses, dans un pays où on est en train de chercher l'argent, on décide de reprendre cette société. Ça va demander de l'argent, donc ça va demander de l'argent frais. Et il faut qu'on les trouve. Et d'un point de vue juridique, il faut qu'on voit comment on fait les négociations pour... Bon, là, peut-être que le gouvernement a déjà préparé. C'est-à-dire, quand on fait un rapport comme ça en Conseil des ministres, ça veut dire qu'on a déjà débroussaillé le terrain. Ici, c'est comme ça, je pense que ça va aller plus vite. Donc, ça veut dire que le gouvernement s'est préparé et les choses vont aller très rapidement. Sinon, dans le fond, quand on regarde la situation du secteur, bon, on s'est dit que c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, c'est pas gagné d'avance. Hein. C'est pas gagné d'avance. C'est-à-dire que si on reprend une société comme ça, il faut tout refaire. C'est de nouveaux investissements. Donc, comme il y a la volonté politique, on espère que les moyens vont suivre pour essayer de relancer la machine. D'accord, oui, Xavier. Alors, je pense que c'est... Parce que la plupart des... Quand on voit un peu les privatisations, ont beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients, de façon générale. C'est ce qu'on a dit pendant quand nous imposait le pass. Justement, parce que logiquement, ça devrait permettre d'augmenter la production, la rentabilité. Pourquoi on n'est pas arrivé à ces résultats? Je crois que c'est beaucoup plus une question de gouvernance au sein de cette structure, parce que à l'analyse, parce qu'on a fait souvent des reportages au niveau de la SN Sosuco, vous voyez des contractuels de la société qui trouvent du temps pour aller travailler dans d'autres champs, alors que, ils estiment par exemple qu'ils ne sont pas bien exploités ou qu'ils ne travaillent pas comme il se doit. Je crois qu'il y a beaucoup plus un problème de gouvernance, et comme ce n'est pas dirigé par un expatrié, moi, ça va m'étonner que le gouvernement reprenne sa chose et qu'il ne mette pas vraiment les moyens qu'il faut pour qu'on ne retrouve pas le même résultat. Parce qu'à l'analyse, si on voit les sociétés d'État que nous avons, qui fonctionnent vraiment de type privé, il n'y en a pas qui font aussi des bénéfices comme il se doit. La plupart des sociétés d'État, c'est l'État qui met beaucoup d'argent, c'est l'État qui s'endette toujours. Aujourd'hui, nous avons une société qui n'arrive pas
à répondre à la demande nationale en termes de sucre. Ça devrait être quand même étonnant. Moi, je me pose vraiment cette question. Pourquoi on est obligé de donner des autorisations spéciales d'exporter du sucre alors qu'on a une nationale de production de sucre? Bon, vraiment, je me pose. La question pour la Sosico, là où c'est intriguant, c'est quand même le gouvernement dit que souvent, la SN Sosico elle-même est obligée d'importer. Oui. Alors qu'on a des commerçants qui sont là conditionnés pour vendre. Justement. Voilà. Mais là, ça s'explique aussi. Parce que si vous regardez, je ne sais pas si le capital a changé, si vous regardez avant, dans l'organisation du capital, il y avait des Ivoiriens. Vous savez que les Ivoiriens produisent du sucre. Ouais. Et le fameux Saint-Louis là, je crois que si vous regardez dans l'ancien capital, il y a un des actionnaires qui était en relation avec. Donc, on a l'impression que c'était un service minimum, hein, comme nous on a fait notre éditorial là-dessus, qu'on faisait faire à la société et ça permettait de sucrer d'autres entreprises de la sous-région. Maintenant, là où je ne suis pas trop d'accord avec la stratégie mise en place, il y a quelque chose qui a bien marché au Burkina. Il faut qu'on le duplique dans tous les secteurs. Le riz. Aujourd'hui, le riz local. Oui. Tu vois, la campagne qui a été faite par les paysans et par les ONG, le riz commence à... Ça ne suffit même plus. Dans l'habitude de consommation. C'est pas que c'est le moins cher. Si on le compare, mais les gens consomment. Donc, pour moi, la Sosico devait pouvoir produire son sucre, le vendre entièrement. Justement. Oui, mais il n'y a pas de problème à ce niveau, puisque le sucre de la Sosico est prisé par les Burkinabés qui le recherchent. Voilà, donc quand c'est comme ça, ça veut dire qu'il y a un marché. Oui. Un marché. Pourquoi on ne développe pas le marché? Et je pense que la question, c'est ici. Pourquoi on laisse la Sosico tourner dans ce service minimum-là, alors que la demande est forte? Alors que la demande est forte. L'initiative présidentielle vise à renforcer les capacités des producteurs pour qu'on ait l'autosuffisance au niveau du riz, au niveau pourquoi pas au niveau du sucre? Ça, c'est une question. D'accord. Il faut dépasser ce service minimum. Oui, bon, en matière d'entreprise, c'est l'attitude qu'on a dans la gestion de l'entreprise. Si on est sérieux, les résultats suivent. Si on n'est pas sérieux, c'est à l'image de nos États. Hein? Voilà, on a des États africains qui sont les plus riches en ressources, mais qui regorgent des populations les plus malheureuses, les plus pauvres. C'est exactement la même chose qui se réplique dans nos différentes structures. Il faut du sérieux. Xavier le disait tout de suite, bon, ce n'est pas toutes les sociétés d'État qu'on a qui se portent bien. Il ne faudrait pas envoyer la SN Sosico dans la liste des sociétés d'État qui vont se porter encore mal. C'est là l'inquiétude. Il faut mettre les éléments nécessaires. Moi-même qui vous parle, chaque fois que je vais dans une alimentation, je demande, parce que c'est le sucre roux, même ceux qui vous conseillent le sucre vous disent, le sucre roux, le sucre brun, c'est le meilleur. Mais tu le cherches, tu ne le vois pas. Ce n'est pas possible. Quand on ait un produit qui soit demandé, et qu'on ne puisse pas disponibiliser ce produit, c'est vraiment un grand défi. Il faut trouver les hommes et les idées nécessaires pour faire en sorte que la SN Sosico puisse produire suffisamment. Quelqu'un parlait tout de suite de pourquoi on ne créerait pas une autre société sucrière. Bon, je pense que ça pouvait être une idée, notamment avec l'APEX qui a ses domaines d'activité. Ça pouvait être greffé à une de ces activités-là. Vous avez des zones comme, vous prenez Pau, vous prenez Gawa, vous prenez Bagré. Les études avaient prouvé que Bagré, en tout cas, pouvait abriter justement une société sucrière. Oui, parce qu'il y a de l'eau, il y a des espaces. Il faut faire en sorte qu'on puisse produire et consommer notre sucre. Parce qu'il est vraiment demandé. Alors, on va aborder maintenant le dernier sujet. Vous le savez bien sûr que la SN Sosico est installée dans la région des Cascades qui demeure une des meilleures destinations touristiques de notre pays. Le Burkina qui abrite depuis le 26 octobre dernier l'édition spéciale du Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, Cito, et de la vitrine du tourisme, de l'hôtellerie et de la restauration de Ouagadougou, Vitro, une édition de résilience. Ainsi donc
peut-on qualifier ce CITO Vitro 2023 Xavier? Oui, une édition de résilience, parce que depuis l'avènement du terrorisme, c'est le secteur qui est beaucoup le plus touché, voilà, à l'intérieur des capitales. Je vais parler de Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, et aussi dans d'autres localités qui recevaient donc des touristes. Même le tourisme interne, actuellement, il n'est pas la chose la mieux partagée, parce que même au niveau central, lors des rencontres au niveau étatique, il y a des gens qui refusent, entre guillemets, d'organiser des activités à Kaya, par exemple, parce qu'on a eu des acteurs qui l'ont confirmé, hein, les ateliers qui se tenaient, voilà, on se contente beaucoup plus de manga et de Koudougou. Bon, je pense qu'au-delà des acteurs, ça doit interpeller aussi les gouvernants, les décideurs, d'être beaucoup plus résilients en essayant de faire le pas. Pourquoi pas suivre les convois, par exemple, qui partent régulièrement à Douri pour des rencontres au niveau de l'administration, parce que c'est de ça qu'on crée la plus-value au niveau local, c'est de ça qu'on crée des revenus pour les populations. Maintenant, pour revenir au secteur même en tant que tel, je crois que les acteurs ont eu beaucoup d'initiatives dans ce sens, en développant le tourisme interne bien avant CITO et Vitro. Je crois que les mois de septembre, d'août, la Direction générale du tourisme, à travers donc, les acteurs, ils ont mis en place un prix social au niveau des hôtels. Ça a permis à beaucoup de Burkinabés de faire leurs vacances dans des hôtels à l'intérieur du pays. C'est une bonne initiative. Maintenant, je crois que la balle revient au niveau des décideurs. Je vais parler au niveau du gouvernement, d'accompagner les acteurs dans cette situation, parce qu'il y a beaucoup qui ont fermé pratiquement. Les structures qui sont détenues, qui sont gérées plus ou moins par l'État, les gens aussi ont exprimé le fait qu'ils ne sont pas accompagnés. Quand vous prenez par exemple les structures comme le Musée national ou le Sénasa, c'est le musée de la musique. Voilà. Ils ont besoin d'être soutenus par l'État pour que l'État, quand je parle d'État, je vais parler des structures associatives au niveau étatique qui envoient par exemple les élèves pour visiter par exemple organisationnel. Les structures publiques peuvent orienter les gens à aller visiter les structures, les musées ou autres là, ça va être beaucoup plus intéressant. Oui, promouvoir davantage au niveau individuel, c'est bien, mais il faut qu'au niveau de l'État, on ait beaucoup plus, on sait, moi je vais dire des règles, ou du moins l'autorité dicte par exemple, donne des orientations pour que lorsque les comités ou les structures associatives au niveau des différents services là doivent faire le déplacement, qu'ils partent dans des structures comme ça pour pouvoir privilégier en tout cas ces genres de structures en cas donc de besoin. Si on peut le dire ainsi, le terrorisme, vous l'avez dit, a un impact sur ce secteur, et je pense que lors de ce CITO Vitro, les réflexions justement sont axées Abdoulaye Tao, donc sur ce secteur. Moi, je pense que le contexte est vraiment que ça puisse se tenir. Je vois cette initiative comme un espace d'interpellation. Vous voyez, je lisais un post avant de monter sur ce plateau. Il faut déjà penser à évaluer les conséquences du terrorisme sur notre patrimoine culturel et touristique. Il y a des villages avec de fortes traditions qui ont disparu, ils les attiraient avec. Donc, tout ça, ça doit permettre, Vitro, CITO là, de discuter, de préparer. Pour moi, c'est une fenêtre sur l'avenir. C'est comme ça que moi je vois. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de tourisme, le Burkinabé, lui, il a bien dit, on ne va pas aller très loin. 100 km des rayons, on n'ira pas plus loin parce que c'est dangereux. Le tourisme, on doit pouvoir faire le tourisme avec une certaine assurance.
sans avoir peur de rencontrer. On va pour découvrir, s'émerveiller. Et le contexte actuel ne s'y prête pas, même si on essaie de faire des randonnées, des petits circuits dans la zone sécurisée. Il faut continuer de le faire pour que les artistes et les artisans continuent de vivre. Et l'intérêt du CITO, de la rencontre, là, c'est effectivement de conserver ce minimum d'espoir, mais aussi de discuter, de trouver des solutions à long terme et de se projeter sur l'après-guerre, parce que c'est ça qui est déterminant pour tout le monde. Le Niger, qui est le pays invité d'honneur à cette édition, le Niger qui vit pratiquement les mêmes réalités que le Burkina Faso dans ce secteur touristique. Oui, bon, vous voyez, en toute situation d'adversité, il y a la leçon. Il y a, dans la guerre, il y a forcément de nouvelles choses qu'on apprend. Le Niger, le Mali, le Burkina Faso, ça fait, mine de rien, 60 millions d'habitants. C'est près de 3 millions de kilomètres carrés. Ce n'est pas rien. En termes de potentiel touristique, vous le savez, ce qu'on a au Burkina, c'est pratiquement dupliqué au Mali et au Niger. Donc, s'il y a une sorte de conjugaison des forces, des efforts, je pense qu'on peut développer un certain nombre d'éléments qui favorisent ce tourisme interne. Au-delà même de la crise qui effraie les gens, qui fait que les gens ne vont pas sur ces sites-là, il y a un gros problème d'infrastructure sur ces sites. Vous regardez au Ghana à côté, il y a un certain nombre de sites touristiques. Quand les gens y vont, ils ont tout pour s'amuser, parce que c'est pour cela qu'on y va. Mais dans nos sites, il n'y a pas grand-chose. Il faut développer ces infrastructures. Vous partez sur un site touristique, vous n'avez même pas le café. D'aucuns voudraient peut-être des espaces où pouvoir se reposer. Vous voyez, le doyen parlait de Banfora. Vous partez dans les cascades de Banfora, mais c'est la nature qui nous offre quelque chose d'extraordinaire. Mais à côté de cela, il doit y avoir une réflexion, des services pour pouvoir faire en sorte que celui qui vient puisse rester le plus longtemps possible. Et dépenser de l'argent. Bien sûr, parce que plus il reste sur le site, plus il dépense de l'argent, plus l'État gagne de l'argent. Ce sont des éléments sur lesquels il faut davantage réfléchir. Vous partez même à Zignaré à côté, vous voyez des sites, vous partez à Lango, mais les infrastructures autour, c'est vraiment pas... C'est à l'état embryonnaire, il faut y penser. Et ça pourra donner une réponse assez structurante. On a nos différentes politiques nationales. Je pense qu'il y a une politique nationale quand même de la culture et du tourisme. Il faut regarder, il faut davantage réfléchir dessus et aller avec des éléments concrets. On vous a bien compris. Dernière réaction sur le sujet. Dernière réaction de l'émission également, parce que nous sommes... vous avez 2 minutes pour qu'on puisse terminer cette émission. Oui. Je vais découper en quelques secondes. Je crois qu'il y a beaucoup à dire. Le tourisme... C'est que dans notre mentalité, pour la plupart d'entre nous en Afrique, on pense toujours que c'est l'étranger qui doit venir nous découvrir. On a même oublié que nous ne nous connaissons même pas. Il faut développer cette expertise-là, faire en sorte que les Burkinabés apprennent à se connaître, à conjuguer leurs efforts. C'est parce que nous nous connaissons. Plus nous nous connaîtrons, mieux cela vaudra. Ça va nous permettre aussi de s'accepter mutuellement. Donc, il faut faire en sorte que les gens puissent bouger, les familles puissent bouger, que les gens des ministères aillent dans d'autres coins, ainsi de suite. On le faisait formellement, comme ça, un ami invite un autre, mais il faut continuer dans cette... Il faut que notre tourisme nous permette de nous connaître. Il faut que notre tourisme nous permette d'utiliser des voies d'accès. Il n'y a pas de route. Les pistes rurales sont abandonnées, il faut revoir ça. Donc des infrastructures routières qui vaillent la peine et faire en sorte que ce soit intégré. On va dans une région, bon, maintenant qu'on est en train de développer le chemin de fer, ok, est-ce qu'on peut faire un tourisme, avion, voiture, etc., autobus, et ainsi de suite. Voilà des choses. À vélo, on est deuxième pays de vélo. Est-ce qu'on ne peut pas avoir du tourisme à vélo, tourisme à moto, ainsi de suite. Voilà des choses qu'il faut faire. Voilà, nous avons notre consoeur qui est directrice générale, je parle de Marguerite, voilà. Ce sont des questions qu'il va falloir évoquer avec elle. Donc il faut que les Burkinabés apprennent à se connaître. Comme nous sommes 3 pays maintenant dans l'AES, on peut voir comment faire un circuit intégré qui encourage ceux qui vont en congé, qui encourage les entreprises, qui encourage les ateliers à aller d'un point à un autre. Qu'on fasse un tourisme intégré qui permette à nos peuples de se découvrir. Vous voyez, j'étais très ravi de voir que la ministre chargée du tourisme
est une Touareg, je crois, du Niger. Voilà. Est-ce que nous connaissons les Touaregs? Est-ce que les Touaregs connaissent les gens de Cascades? Est-ce que les gens de Fata connaissent ceux de Agadez? Ainsi de suite. Est-ce que voilà, ce sont des questions qui arrivent. Il faut qu'on développe ça. Ça permettra à nos jeunes aussi de s'investir. Et puis il faut payer, attention. Tourisme cadeau, là, il faut arrêter. Parce que le tourisme famille, ainsi de suite, est un secteur qui génère bien sûr des ressources. Ce serait le dernier mot de cette émission. Merci à tous pour vos différentes contributions. Merci à vous également, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à l'émission Débat de presse. On se retrouve dimanche prochain pour un autre numéro de Débat de presse. L'information, c'est tout à l'heure à 13h dans une présentation de Christine Koulibaly.